il n'y a aucun gouvernement possible qui va être maintenant dans les prochains mois qui va pouvoir prendre des mesures radicalement dures économiques parce il sera une majorité très faible. Nous avons le plaisir de retrouver dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Boker Tov, Daniel. Bonjour. Alors, il y a plusieurs sujets que vous avez souhaité évoquer. Il y en a un que je voudrais mentionner en premier, parce qu'il est de l'actualité brûlante. On a parlé ces dernières heures d'un déficit budgétaire considérable, qui pourrait se chiffrer à 1 trillion de shekels. Hein, ça veut dire 1 milliard, 1000 milliards de shekels. 1000 milliards de shekels de déficit. Ça veut dire quoi exactement ? Parce que apparemment, selon certains experts, cela signifie ce déficit qu'il va falloir combler, eh bien qu'il va y avoir des restrictions sur les budgets de l'État très prochainement, dès qu'un gouvernement sera formé. Ça ne veut pas dire obligatoirement très prochainement d'ailleurs. Oui, cette information est sortie parce qu'hier, le comptable du Trésor, en hébreu Hashkal, a sorti le rapport annuel de la dette d'Israël. Et donc ce chiffre apparaissait. Maintenant, il faut dire que 2 jours avant qu'il parle, le directeur de la Banque d'Israël ce lundi, donc c'était la veille, a vu ces chiffres-là, il les connaissait, et il avait tout à fait un autre point de vue que lui, et des conséquences que vous venez de dire. Il a dit la chose suivante. D'abord, il a dit, moi, je ne change pas mon taux d'intérêt, ce qu'il appelle le taux d'intérêt bancaire, 0,1%. Et non seulement je ne change pas maintenant, mais je ne vais pas le changer jusqu'à sans doute 2022. Et même si l'inflation remonte, si on pourra en parler un petit peu. En ce qui concerne le déficit, il a dit que d'après lui, la croissance d'Israël va permettre de façon adragative, c'est-à-dire de façon graduée, de pouvoir combler et descendre le niveau de déficit qui est monté à l'époque à 12%, maintenant qui est à 8%. Et il a donné même une table selon lui, comment il reviendrait dans les 2-3 ans à un niveau normal. Et il a lui-même dit qu'il ne voulait pas pour l'instant, en tout cas en 2021, ni de faire une augmentation des impôts. Et lui, il est conseiller du Conseil économique du gouvernement. Et donc, il a vu ces chiffres-là aussi. Et il a un département qui fait des études et des recherches. Et il est arrivé à la conclusion disant, non, je suis contre une augmentation des impôts maintenant et contre des réductions budgétaires que certains experts disent. D'ailleurs, sa position également est celle de la position du Conseil économique de Netanyahou qui s'appelle Simchon. Pourquoi ça ? Parce que, encore une fois, nous vivons dans un monde, il faut regarder les chiffres au niveau globalisation. La dette d'Israël budgétaire est à un niveau des plus faibles dans les pays de l'OCDE. C'est aussi un titre de ce matin dans la presse israélienne. La dette est des plus faibles. Et les sociétés de rating qui regardent les déficits budgétaires de chaque pays confirment sans arrêt le A+ d'Israël. Et dit qu'Israël il dit ça au marché financier, aux investisseurs, n'a aucun problème pour rendre sa dette. Nous avons étudié les sondes d'économie et donc nous n'avons aucun problème pour ça. Donc, il est à déplorer cette déclaration du comptable du Trésor. Il existe, quelque chose de latent. Alors, je veux de vous une phrase très précise. D'un côté, il y a une dette qui est parmi les plus faibles. D'un autre côté, il y a un déficit qui semble immense. Comment on concilie les deux ? Est-ce que ce sont deux données que l'on peut concilier ? Oui, encore une fois, on peut lancer des chiffres comme le chef du Trésor, comme le comptable du Trésor, et les gens qui n'ont pas tous les éléments, comme d'ailleurs la Banque d'Israël là, peut prendre et avoir des conclusions hâtives et qui ne sont pas bonnes. Je voulais dire que c'est connu que historiquement, il existe un conflit latent entre le Trésor et le Conseil économique du Premier ministre et la Banque d'Israël sur savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vous dis aussi, mais c'est aussi dans votre domaine de la politique, de toute façon, qu'est-ce qui va de ce qui va arriver maintenant, quoi qu'il en soit, quels que soient les gouvernements qui ne seront fixés. Je ne vais pas rentrer dans le sujet politique, mais je dis, les gens, faut regarder ça aussi. Il n'y a aucun gouvernement possible qui va être maintenant dans les prochains mois
qui va pouvoir prendre des mesures radicalement économiques parce il sera une majorité très faible. On prend des décisions impopulaires lorsqu'on a une majorité forte, des gouvernements d'union nationale comme c'est passé dans les années 80. Et de toute façon, le faire maintenant, ça serait improductif. De ce qui sera en 2022, 2023, on va voir. Est-ce qu'il est exact de dire que le fait, c'est-à-dire que la dette d'Israël qui est si basse, donc garantit une forme de sérénité au marché israélien en dépit de ce grand déficit budgétaire. Tout à fait. Il ne faut pas prendre un chiffre absolu, il faut le comparer aux autres et voir la capacité d'Israël à rembourser ses dettes dans les prochaines années. C'est ça le message que la Banque d'Israël a donné aussi. Je voudrais encore dire 2 choses sur la Banque d'Israël, c'est important qu'elle a dit. Il y a eu une augmentation de l'inflation ce mois-là, c'est-à-dire 0,6% sur un mois, c'est beaucoup, et les économistes pensaient 0,5. La différence prévue n'est pas énorme. Le mois de mars, il y avait Pessah, il y avait les fêtes, il y avait la sortie du confinement dont on avait beaucoup parlé, qui a fait qu'il y a eu énormément de demandes et certains produits ont énormément augmenté parce qu'il n'y avait pas de l'offre suffisante par rapport à ces demandes, que ça soit dans le domaine de l'habillement ou que ça soit dans le domaine des vacances qui se sont ouvertes et des choses comme ça. L'habillement s'est augmenté de 5% en un mois. Et bien sûr, ça veut dire que maintenant c'est comme ça, mais ça veut dire que ça va aussi descendre des prochains temps. Il y a une chose aussi que je voudrais dire au niveau du consommateur, leur donner des conseils, donner ici un conseil. Je ne sais pas si les gens font leur marché, regardent ou achètent des fruits. Il y a un fruit, par exemple, en Israël qui s'appelle le chesek, qui est très apprécié par les Israéliens. 50 shekels le kilo. Voilà. Alors, et on dit 50 shekels le kilo. Il y a des sites internet qui s'appellent Moshavnik, c'est-à-dire c'est des agriculteurs qui directement apportent à celui qui veut acheter dans ville de la marchandise fraîche. Lui, il dit, ce site, il dit à 27 shekels, ça me suffit. Maintenant, le chesek est un produit qui est de courte durée et qui est très apprécié par les Israéliens. Et effectivement, à cause de ça, certains, surtout les magasins de fruits dans les quartiers, mettent ce genre de prix. Maintenant, si vous allez faire vos courses dans des grands super, eux, qu'est-ce qu'ils font sur ce genre de produits? Ils sont prêts même à vendre un peu à perte pour que les gens achètent d'autres choses. Chesek, pour ceux qui demandent, c'est la nef. La nef, voilà, la nef. Oui. Et là-bas, vous pouvez trouver autour de 20 shekels dans des super ou dans des choses comme ça. Donc je dis, des fois ils disent c'est peut-être pas la même qualité, je dis aux consommateurs, faites attention, faites comme une sorte de zap, avant que vous achetez des fruits qui vous paraissent à un prix déraisonnable là où vous le voyez à côté, regardez, les prix sont fixés tous les jours, si vous avez des chesek à 50 shekels, il faut pas le faire, vous pouvez avoir pour moitié prix et même moins des fois. Donc c'est important. Une dernière chose à dire, parce que vous le dites souvent, c'est l'espoir des emplois. Vous m'avez dit que vous étiez dans un restaurant et que vous n'avez pas trouvé de serveur, etc. Les chiffres ont dit ce que vous avez dit. C'est historique. Il y a 110 000 demandes d'emploi qui ne sont pas satisfaites. 112 000. C'est un record historique depuis 12 ans. Non, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, là. Non. Ça veut dire qu'il faut arrêter tout de suite les allocations au chômage. Non. Ça veut dire que d'abord, l'économie, d'abord, ça veut dire qu'il y a une reprise énorme, qui est très, très importante. Il y a un dynamisme très important de l'économie israélienne. Et il y a, d'ailleurs, c'est même dans la technologie, dans la haute technologie, on demande encore des gens, c'est-à-dire c'est pas seulement dans les métiers comme dans les serveurs, dans les restaurants, mais c'est dans beaucoup de métiers qu'il y a une demande qui n'est pas satisfaite. Il y a un problème temporel d'adéquation parce qu'il y a une demande massive de ça, et donc il y a des fois les salaires sont pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être, et l'État a voulu faire quelque chose comme ça. Il faut voir ça, à mon avis, également du bon côté. Une dernière chose que je voudrais dire, parce que on en a parlé une fois aussi il y a quelques semaines, qu'en Israël, le nombre des faillites a baissé énormément. Alors, cette année, et même par rapport à 2020 et par rapport à ce qui est normal. Et vous m'avez dit, mais c'est normal parce que les gens veulent garder les entreprises pour avoir des aides. Et c'est pour ça qu'ils ne ferment pas. Or, j'ai vu qu'en France, par exemple, on est à un niveau historique de 60 000 faillites d'entreprises déjà déclarées, alors que les entreprises en France ont également des aides, voire supérieures des fois à ce qui est donné ici en Israël. Donc, c'est pas uniquement une question d'impôt. Si les gens, et la plupart des entreprises qui sont restées ne sont pas ce qu'on appelait des zombies, qui font ça pour avoir de l'argent de l'État, mais sont des gens qui ont pensé que, comme ça se passe maintenant d'ailleurs, qu'Israël va avoir un bon croissance économique, et ça vaut le coup de rester sur le marché.
Alors, on va revenir sur certains des sujets que vous aviez choisis en priorité. La Banque d'Israël, elle décide de ne pas changer et de modifier le taux de crédit. On en a parlé, effectivement. On a parlé de l'inflation, de l'emploi, de la croissance. Donc, effectivement, c'est ce que vous vouliez évoquer. On a évoqué pendant les dernières minutes. On va parler de la rentabilité exceptionnellement favorable de l'épargne en Israël. Depuis le début de l'année 2021, c'est encore un indice positif dans cette période où on aurait pu s'attendre à une crise venant de différents horizons. Là aussi, de ce côté-là, c'est positif. Je me vois aussi dans cette chronique représentant des épargnants, des investisseurs moyens, mais pas des gens comme nous tous, on va dire. Comme nous tous. Et je voudrais dire la chose suivante, que quel que soit le produit financier où les Israéliens ont épargné, que ça soit ce qu'on appelle les polices atrisachon, les polices d'épargne, que ça soit les coupons de Gimel, les caisses de retraite, ou que ça soit directement par la bourse en SICAV ou par des gérants de portefeuille, les rentabilités de ces 3 mois, et y compris avril, sont exceptionnellement bonnes. Celui qui, je dis, pendant ces 3-4 mois, jusqu'à maintenant, qui regarde et qui n'a pas entre 3 et 4%, c'est qu'il est mal géré. Il y a un problème, il faut qu'il demande, ou il faut en tout cas qu'il demande à celui qui le gère, ou là où il est, pourquoi ça arrive, alors que tout le monde a fait ce genre, a fait à peu près 1% par mois. Je ne sais pas si ça continuera sur le reste de l'année, mais ça veut dire 10-12% par an, c'est énorme. La bourse, il y a certains secteurs qui ont augmenté de 15-20% comme les bancaires. Et je voudrais d'ailleurs dire au niveau de ça, des épargnants, il y a des gens qui viennent et qui disent, voilà, j'achète, ils viennent me demander conseil, je veux acheter un deuxième appartement pour investir parce que je vois que ça fait qu'augmenter. D'abord, l'économiste du Trésor a dit récemment que les gens qui achètent des appartements et qui doivent le revendre, comme à Beersheva, elle a fait un calcul récemment maintenant, et elle a dit de nouveau, elle voit des pertes. Donc il faut faire attention, quand on achète un appartement, c'est pas comme ce qu'on entend et ce qu'on voit au niveau du marché immobilier général. Maintenant, je ne comprends pas ces gens-là. Si au lieu d'acheter l'appartement, je parle pas quelqu'un qui a besoin d'habiter quelque part. Je parle quelqu'un qui a de l'argent où il veut placer. Il se dit, je vais acheter une maison, etc. Comme ça, je vais la louer. En bourse, il y a des produits qui sont liés justement au prix des appartements et ça risque. L'immobilier aussi de votre appartement, vous voulez le vendre. Il y a des fois des gens vendent à 20-30% en moins de ce qu'ils voulaient. Et tous les jours, ils peuvent acheter ou vendre ces actions-là. Oui, il y a des ce qu'on appelle des REIT. Ce sont justement qui sont spécialisés dans l'achat d'appartements et qui louent et qui s'engagent à donner à ceux qui ont acheté ce genre de choses 3 ou 4 fois par an. Ils leur donnent une grande partie du produit des locations. Donc c'est sans risque, c'est sans les énervements, c'est sans les problèmes d'argent immobilier. Et tous les économistes, tous les financiers disent c'est beaucoup plus intéressant de faire de façon-là. Il faut voir que par exemple l'immobilier en Israël en un an a augmenté de 4%, à la bourse de maintenant jusqu'en avril de 10%. Alors, ça veut dire que c'est plus rentable et plus facile. Alors, on va maintenant parler de la fameuse réforme sur l'ouverture des comptes bancaires. Et ça, c'est intéressant pour nos auditeurs. Il y a une réforme qui est en train d'être instaurée sur l'ouverture des comptes bancaires et qui doit permettre d'augmenter la concurrence entre les différentes banques israéliennes. Oui, la première étape a eu lieu cette semaine et elle permet aux banques avec l'accord de celui qui vient demander l'ouverture d'un compte, de lui dire, est-ce que tu veux que je vois comment ton compte dans l'autre banque, ce que tu avais, qu'est-ce qu'on te propose? Parce que moi, je pourrais te dire que si tu fais ça chez moi, je pourrais te proposer moins cher. C'est donc, ça doit normalement, ce renseignement que la banque doit avoir, doit permettre une concurrence entre les banques. Et là, c'est la première chose, de pouvoir dire à celui qui vient venir, je peux te donner un service moins cher. Je voudrais donner un exemple, d'ailleurs, que j'ai eu cette semaine une Ola Hadasha qui s'est adressée à moi encore par le groupe de Mitsui Sruyot. Ce que j'aime bien, c'est quand ça se fait avant, quand les gens viennent me demander avant d'ouvrir le compte. Et elle est allée dans une banque, je ne dirais pas le nom de la banque, elle a été reçue pas bien, et surtout elle m'a envoyé les conditions et j'ai vraiment vu du noir et c'était très ça coûtait cher et tout coûtait cher, etc. Et alors elle est dans une autre banque et là je peux le dire, c'est la banque Hapoalim, et il lui a dit la chose suivante: sache que pour les Olim Hadashim, la première année, nous on a décidé de prendre aucune commission. Donc c'est important à savoir que il faut demander aux banques où on va ouvrir un compte ou quand on veut ouvrir un second compte, de dire à la banque quelle est la situation, surtout si c'est un Olé Hadash, parce que il peut avoir
avoir des bonifications. D'ailleurs, il y en a dans la loi, ça, au niveau de l'épargne. Mais je parle maintenant même au niveau de la banque. Elle veut pouvoir dire, je veux attirer l'Olim Hadashim, ou si vous êtes étudiant exactement. Et donc, c'est très important de dire à la banque tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, pour qu'elle puisse vous proposer le service le mieux et le moins cher. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour toutes ces explications, toujours aussi précises. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. On se retrouve mercredi prochain. À bientôt, shalom. Merci.